peuple, un leader, une vision pour le programme de développement socio-économique durable, responsable, Simandou 2040. Un pont vers la prospérité. Porté par la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Simandou 2040 est le programme de transformation économique et sociale accéléré de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce plan d'émergence ambitieux engage le pays dans une nouvelle ère de développement durable et responsable avec un objectif clair. Faire de la Guinée une puissance économique régionale au service du bien-être de sa population. Structurée autour de 5 piliers stratégiques: agriculture, industrie alimentaire et commerce. 2. Éducation et culture. 3. Infrastructures, transports et technologies. 4. Économie, finances et assurances. 5. Santé et bien-être. Le programme repose sur 122 méga-projets, la création massive d'emplois et de chaînes de valeur locales, une mise en valeur du capital humain, des territoires et des ressources guinéennes, la diversification économique et la montée en gamme industrielle. Pour soutenir cette ambition, 3 leviers puissants sont en cours de déploiement. Simandou Academy, une initiative dédiée à l'excellence éducative, la recherche et l'innovation afin de répondre aux besoins en capital humain, tels que le Prytanée militaire de Guinée, la notation souveraine qui ouvrira l'accès au marché de capitaux internationaux, la création d'un fonds souverain moteur d'investissement stratégique et de souveraineté économique. Simandou 2040, c'est bien plus qu'un programme. C'est un pari audacieux sur l'avenir, un pont vers la prospérité. La Guinée y joue son destin et le monde y trouvera un nouveau partenaire stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Rejoignez la dynamique de transformation. Investissez dans la Guinée de demain. Participez à un programme de référence en Afrique de l'Ouest. Vous nous suivez un peu partout dans le monde. Bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Je rappelle souvent, cet entretien consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités triées sur le volet. Je reçois Monsieur Mamadou Bobo Diallo. Il est entrepreneur, patron de la structure Éco-Énergie. La transition vers des solutions éco-énergétiques en Guinée est un enjeu majeur. Le pays cherche à améliorer un taux de raccordement au réseau public. Des initiatives concrètes sont en cours pour développer l'éco-énergie et les alternatives durables. Monsieur Diallo, présentez-nous brièvement la structure Éco-Énergie. Merci de m'avoir invité. Éco-Énergie est une entreprise guinéenne évoluant dans le domaine solaire et la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements solaires. D'accord. Ça fait combien de temps vous êtes là? Vous existez? Ça fait c'est là 1 an et demi. On est en train d'exercer cette activité. Et l'écho sur les réseaux sociaux? Parce que c'est là-bas où vous êtes vraiment plus fréquent, plus régulier. Oui, c'est sur les réseaux on est en train de plus communiquer. Parce que actuellement avec le monde digital, vous voyez déjà, c'est toute une facilité, il faut le dire. Et nous communiquons plus, surtout sur TikTok. Et il y a énormément également de gens qui arrivent à nous tirer dessus pour qu'on puisse réaliser des projets pour eux. D'accord, d'accord. Et jusqu'où vous êtes engagé à s'inscrire dans la dynamique des autorités, à offrir l'énergie à tous? Ok. Vu les ambitions de notre gouvernement déjà à donner l'énergie fiable à tous et propre, et nous sommes vraiment très engagés, il faut le dire, parce que pour le moment, on n'est pas en train de travailler avec les autres, mais si vous voyez ce qu'on est en train de réaliser, si vous nous suivez sur TikTok surtout, vous comprendrez combien de fois on est en train de travailler. Et il suffit juste qu'on ait une opportunité, et puis croyez-moi, on va vraiment
la saisir. Vous allez faire fort. Très fort, oui, très fort, il faut le dire. Très ça, fort, c'est bien, oui. Très fort, sincèrement, parce qu'aujourd'hui, vraiment, pour ne pas mentir, on est en train d'exercer, mais avec des particuliers. Je crois un jour, il y aura l'État peut-être, ou bien un membre de l'État qui va nous détecter pour pouvoir nous insérer dans ça. Et croyez-moi, on va se donner à fond. Oui. Face aux défis d'approvisionnement, quand vous partez le plus souvent sur le terrain, quel constat faites-vous? Bon, parlant des défis d'approvisionnement, et ça n'arrive pas au terrain, il faut le dire. Ça n'arrive pas au terrain, ça reste sur place. Parce que nous sommes une société. D'abord, nous commençons par faire une facture pro forma. Et quand le client fait et valide cette facture, on connaît déjà, on a la disponibilité de ce produit avant de partir sur le terrain. Mais on a un problème d'approvisionnement au niveau de notre port, parce qu'il faut le dire, quand il reçoit un conteneur aujourd'hui, c'est toute une procédure pour pouvoir tirer ce conteneur. Et des fois, on a fait des devis qui sont validés et on est bloqué au niveau du port. C'est ça seulement qui nous fatigue. Sinon, on connaît déjà, avant de partir sur le sentier, on connaît déjà ce qu'il nous manque ou bien ce qu'il nous faut. Et que peut-être vous allez répondre à la question à un certain niveau. Là, on parle des foyers, les consommateurs, parce que le plus souvent, vous êtes à l'intérieur du pays. Comment vous appréciez, quand vous observez, quel est le retour que vous avez point de vue analyse? Bon, il faut le dire, et la plupart, si c'est dans les villages nous installons, et on a moins de problèmes, parce qu'il faut le dire qu'ils demandent que le minimum, c'est-à-dire peut-être la lumière, et le minimum, la télévision et autres. Du coup, c'est en ville à Conakry, parce que nous exerçons plus à Conakry, s'il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup qui préfèrent les backups. Et quand je vais vous expliquer comment nous fonctionnons sur ce système, et je vais vous détailler ça, sinon nous avons moins de problèmes à ce niveau. Oh, vous me tendez la perche, et je vais vous poser la question. Expliquez-moi le processus d'installation de vos kits. Bon, c'est des kits comment je vais dire, intelligents. Je veux dire, quand je dis c'est des ondulaires hybrides et des batteries au lithium. Nous utilisons parce que d'habitude, 3 ans, 4 ans derrière ça, et nous utilisions les systèmes non intelligents. Mais actuellement, avec l'évolution de la technologie, ils nous ont fourni des ondulaires et des batteries intelligents, c'est-à-dire des ondulaires hybrides, c'est-à-dire qui peuvent non seulement utiliser le secteur qui est le courant EDG chez nous pour charger, également qui peuvent utiliser le système solaire, c'est-à-dire que tu peux utiliser des sources d'énergie pour pouvoir charger ta batterie. Maintenant, quand le courant va partir, c'est cette batterie qui va te prendre le relais. Maintenant, cette batterie, elle stocke une capacité, une puissance, il faut le savoir. Cette batterie, quand vous avez la batterie qui est pleine, maintenant, quand le courant part, cette batterie vous prend automatiquement le relais. Ça veut dire que vous avez un retour automatique. Ça veut dire comme si on est en train d'exercer ici, et le courant part, vous n'avez pas un relais, en fait. Un relais automatique, c'est comme les trucs qu'on fait pour les serveurs, là. Dès que le courant part, tu ne sens pas le courant. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas assez de soucis, pas trop de questions chez les consommateurs? Non, pas trop de soucis, sincèrement. Juste ce qui nous fatigue, c'est des fois les clients ne sont pas trop honnêtes en dire, parce que, en fait, quand ils demandent un système, ils nous disent ce système doit alimenter ça et ça et ça. Le jour où on finit d'installer, ils trouvent c'est bon déjà. Il avait mis des climatiseurs. En notre absence, il a augmenté un troisième. Sans savoir qu'on a fait un dimensionnement, parce que pour faire un dimensionnement, il faut venir relever les charges de la maison. La capacité. Voilà, la capacité est demandée et on fournit cette capacité. Maintenant, si tu augmentes la capacité sans pour autant passer par l'entreprise pour informer que tu as augmenté, c'est-à-dire si ta batterie restait pendant 1 heure de temps, tu n'auras que 30 minutes. Si elle faisait 24 heures, tu n'auras que moins, parce que tu as déjà augmenté une puissance qui n'était pas inscrite dans ton devis. Ce qui veut dire, M. Diallo, vous avez un exercice à faire, c'est-à-dire dès après l'installation ou avant même l'installation, vous allez vous inscrire dans une démarche de sensibilisation. De sensibilisation. Oui. Et en fait, comme je vous explique, on fait un dimensionnement. Ça veut dire, si vous dites d'alimenter cette salle en système solaire, on vient, on relève toutes les charges qui sont là, on part... Vous leur expliquez quotidiennement? Oui, bien sûr, on est obligé. Parce que les clients sont très exigeants, il faut le dire. Mais quand on vient, on relève les charges, on part, on fait un devis, on propose, c'est que ce devis va tenir, ça c'est sûr. Maintenant, c'est soit vous décidez de le faire en backup. En backup, ça veut dire c'est avec le courant que vous chargez. Quand le courant part, vous avez un relais. Ou bien vous utilisez les deux secteurs. Vous utilisez les panneaux solaires qui peuvent vous faire fonctionner pendant la journée. Et puis la batterie stocke pour l'énergie pour la nuit. Très bien. Et à ce niveau, vous êtes à combien de clients? Là, il faut avoir les statistiques. Ça,
C'est normal pour une start-up. Normalement, oui. Normalement. On a beaucoup de clients, il faut le dire. Pour le moment, oui. C'est trop demandé. Ça, je ne vais pas vous mentir. Le système solaire est énormément demandé en Guinée. Vous devez vérifier votre base de données quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on a énormément de clients. On a des centaines de clients, ça, il faut le dire. Ah. On a des centaines, surtout à Conakry ici. Surtout à Conakry ici. Parce qu'il y a énormément de... Surtout dernièrement avec les coupures là. Du coup, il y a eu beaucoup de backups qu'on a installés jusqu'à ce que ça nous a d'ailleurs poussé vers la rupture. Mais heureusement, on a pu se relancer. Actuellement, on est en train d'exercer. Oui, vous dites qu'il y a beaucoup de demandes à Conakry. Et quelle est la région? Parce que je le disais en introduction, vous êtes souvent à l'intérieur du pays. Et quelle est la région où vous avez fait plus d'installations? Ça, il faut le dire, c'est à Conakry. Par contre, nous exerçons partout, surtout Kankan, Sigiri. Mais à Conakry, la demande est énorme. Vous allez vous coller encore? Vous avez des données chiffrées? Là, il faut avoir des données chiffrées, c'est normal. C'est vrai. Vous savez, actuellement, vu que je vous ai dit c'est une entreprise individuelle, on est trop résumé à moi. Il n'y a que les techniciens qui sont naturellement sur le terrain. Moi, je ne fais que mais du coup, je suis un peu trop chargé. Mais comme c'est la première fois, je vais m'y préparer à tout. Mais par contre, nous installons beaucoup à Conakry par rapport aux autres villes. Vous parlez des techniciens, quel est le rapport, le lien entre vous et ces techniciens? Bon, vous savez, moi j'ai suivi une formation en photovoltaïque Bamako. Du coup, lorsque je me suis fait former, je suis venu et j'ai également formé des gens. J'ai formé ces gens jusqu'à ce qu'ils ont pu installer eux-mêmes leur système. C'est en ce moment, ils sont sur le terrain et moi, je suis au bureau. Deux fois, je pars pour superviser. Si c'est des chantiers un peu complexes, je pars pour superviser ou bien je fais le monitoring. Ça veut dire que je branche des clés USB là-bas, Internet, qui peut me permettre de suivre l'installation à distance et pour pallier à tout ça. Sinon, on a quelque chose de 4 techniciens actuellement qui sont ici et 3 à Kankan. Mais est-ce que à un moment donné, vous avez tenté de vous approcher auprès des autorités pour travailler ensemble? Parce que jusqu'à présent, le problème de courant existe dans notre pays. Pas pour le moment, il faut le dire, pas pour le moment. Mais pourquoi? Parce que dès qu'on s'est lancé, dès qu'on a commencé à faire notre publication et notre communication, il y a eu plus de demandes. Du coup, on n'a pas eu le temps de fouiner un peu partout. Du coup, naturellement, on est au sentier, ça il faut le dire. Parce que d'habitude, c'est pendant la saison pluvieuse, on se repose plus. Mais actuellement, il faut le dire, on ne se repose pas. Du coup, je n'ai jamais eu ce truc. Parce que j'ai déjà des clients qui appellent naturellement. Mais moi, j'ai pensé à ça depuis que vous avez commencé à m'appeler. J'ai pensé à ça parce qu'il faut également accompagner les autorités. D'ailleurs, c'est ce qui devrait être l'objectif. Parce qu'avec eux, tu peux évoluer facilement dans ton domaine, je crois. Un message à leur transmettre, un message simple. Oui. On voit ce qui se passe dans le pays et croyez-moi, je suis également très ravi de voir tout ce qui se passe. Et je crois, s'ils vont me détecter ici, ou bien mes semblables, ils vont penser à élargir ça pour qu'on puisse avancer un peu plus. Sinon, moi, je suis vraiment très ravi de voir ce qui se passe dans le pays et je prie Dieu que ça ne fait qu'avancer. Monsieur Diallo, merci. Merci à vous, Monsieur Djibril. Mamadou Bobo Diallo est patron de la structure Eco-Énergie, une solution durable. Donc, il est venu nous parler du fonctionnement de son entreprise, de sa start-up et comment aider les citoyens à avoir de l'énergie, avoir accès à l'énergie, que ce soit à l'intérieur du pays ou au niveau de la capitale. Et donc, comme je l'ai dit, il est venu expliquer ça aux téléspectateurs. Encore une fois, merci à vous, les téléspectateurs. Merci à nos internautes qui suivent souvent nos plateformes. Merci à l'équipe technique de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, à nos amis de la RTG qui diffusent tout le temps cet entretien. Et je vous invite souvent à aller consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP, au cœur de l'information. Tamana
Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable a pris l'initiative au nom du gouvernement pour la restauration des zones dégradées. C'est pour cela que le préfet nous a initié, colonel Mamadou Lamarana Diallo, de reboiser. Aujourd'hui, on parle des effets des changements climatiques, c'est plus cassé, c'est visible. Il y a inondation. Pour cela, on doit s'inspirer du passé pour construire le futur. Chaque citoyen doit reboiser. Consciemment, notre vie est liée à ça. C'est pourquoi on a initié, on dit fais comme moi. Et on encourage les citoyens, les sociétés minières, les partenaires de s'investir pour reboiser. Si on reboise, il faut qu'on s'encourage aussi à restaurer, à garder, à protéger. On a envoyé 84 pieds des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers nous luttent contre la faim, nous donnent l'ombrage et ça a tenu le changement climatique. À travers le gouvernement, le département a initié le reboisement des berges des cours d'eau, des têtes des sources d'eau et des zones dégradées afin d'atténuer le changement climatique. On a compris que le reboisement en Guinée doit être un peu départagé. Pour départager, il faut penser au reboisement de protection. Chaque année, on doit passer pour amender ce reboisement-là. Et heureusement, le colonel de ce camp a pris la parole et il a adhéré, il est très content de la chose. Donc, ça nous facilite même d'accéder à la zone et enfin de continuer le reboisement dans cette zone et même ailleurs. Bien, nous venons de faire le lancement du reboisement 2026 ici au bataillon d'infanterie de Kalako, organisé par la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable. Je voudrais leur dire grand merci pour cet honneur et encore les rassurer au nom des autorités militaires, au nom de notre ministre de la Défense, au nom du chef d'état-major général et de tous les chefs d'état-major, au nom de mon commandant de région, nous les rassurons que ces plantes qu'on va mettre ici seront protégées pour que ça apporte des fruits qui vont profiter à tout le monde. Et nous encourageons également ces actions parce que c'est ce qui peut nous permettre de lutter contre le changement climatique. Bien, ce matin, La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, baccalauréat unique 2026, le taux de réussite nationale est de 38,8%. Titre Guinée360.com. Selon les chiffres communiqués par le ministère, 34 340 candidats ont été déclarés admis. Ces résultats marquent une étape. Dans les rues de Conakry et des grandes villes de l'intérieur, l'atmosphère est lourde. Les scènes de liesse des nouveaux bacheliers embrassant leurs parents à larmes de joie contrastent cruellement avec le silence de plomb qui s'est abattu sur la majorité des foyers. Lit-on l'article sur le site de mosaïqueguinée.com. En proclamant les résultats, le ministre Alpha Bakar rend hommage à Djoumaba, titre sursautguinée.info. Je veux d'abord parler d'une douleur qui a traversé notre pays comme une lame, une douleur qui porte un nom que plus aucun Guinéen n'oubliera, Mamadou Djoumaba, a dit le ministre cité par l'auteur de l'article.
Mamadou Dioumaba, condamné pour fraude à l'examen, puis décède à l'hôpital régional de Kindia, titre Guinée News. Le jeune élève faisait partie des 7 candidats reconnus coupables de fraude à l'examen par le tribunal. Contacté, le procureur de la République a indiqué qu'il entendait faire une communication officielle sur les circonstances du décès de Mamadou Dioumaba. En attendant cette communication, le procureur a ordonné la remise du corps à la famille en vue de son inhumation. Décès de Mamadou Dioumaba, le SNE apporte d'autres détails et exige justice, titre allurinfo.net. Le jeune homme souffrait de drépanocytose forme SS depuis son arrestation et son placement sous mandat de dépôt à la prison civile de Kindia. Sa condition physique n'a cessé de se dégrader, selon le syndicat national de l'éducation cité par notre confrère. Le père de Mamadou Dioumaba interpelle le procureur et apporte de précisions, titre Guinée Matin. Mon enfant était venu à Kindia depuis la 8e année et poursuivait ses études jusqu'au baccalauréat cette année. Pendant les épreuves, il a malheureusement été accusé de fraude avant d'être conduit devant les autorités, a dit Boubacar Ba, le père du défunt, cité par l'auteur de l'article. Pendant ce temps, Baouri tape du poing sur la table sur le drame de Demoudoula. Nous avons connu de nombreux drames par le passé et nous ne voulons plus répéter les mêmes erreurs, a indiqué le chef du gouvernement. Le premier ministre, cité par l'AGP, l'agence guinéenne de presse, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées avant de rappeler que chaque drame, chaque tragédie est une leçon, appelant à renforcer le respect des normes de construction et les dispositifs de prévention. Cette semaine, la CEDEAO a félicité le président Mamadi Doumbouya, titre Africa Guinée. La CEDEAO a salué les efforts consentis par les autorités et l'ensemble des acteurs nationaux pour assurer une organisation réussie des élections. L'institution sous-régionale a également félicité le peuple guinéen pour le climat de paix ayant prévalu durant ces échéances électorales. C'est le moment fort et hautement politique de l'intervention du président guinéen à Freetown, alors que la CEDEAO multiplie les lignes rouges face au régime de transition. Mamadi Doumbouya a choisi de convoquer l'histoire pour rappeler à l'assistance l'acte fondateur du 28 mai 1975. Lit-on l'article chez notre confrère mosaïguinée.com. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. Un peuple, un leader, une vision pour le programme de développement socio-économique durable, responsable, Simandou 2040. Un pont vers la prospérité. Porté par la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Simandou 2040 est le programme de transformation économique et sociale accéléré de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce plan d'émergence ambitieux engage le pays dans une nouvelle ère de développement durable et responsable avec un objectif clair. Faire de la Guinée une puissance économique régionale au service du bien-être de sa population. Structurée autour de 5 piliers stratégiques: agriculture, industrie alimentaire et commerce. 2. Éducation et culture. 3. Infrastructures, transports et technologies. 4. Économie, finances et assurances. 5. Santé et bien-être. Le programme repose sur 122 méga-projets, la création massive d'emplois et de chaînes de valeur locales, une mise en valeur du capital humain, des territoires et des ressources guinéennes, la diversification économique et la montée en gamme industrielle. Pour soutenir cette ambition, 3 leviers puissants sont en cours de déploiement. Simandou Academy, une initiative dédiée à l'excellence éducative, la recherche et l'innovation afin de répondre aux besoins en capital humain tels que le Prytanée militaire de Guinée, la notation souveraine qui ouvrira l'accès au marché de capitaux internationaux, la création d'un fonds souverain moteur d'investissement stratégique et de souveraineté économique. Simandou 2040, c'est bien plus qu'un programme. C'est un pari audacieux sur l'avenir, un pont vers la prospérité.
La Guinée y joue son destin et le monde y trouvera un nouveau partenaire stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Rejoignez la dynamique de transformation. Investissez dans la Guinée de demain. Participez à un programme de référence en Afrique de l'Ouest. Situé dans la commune urbaine de Kissidougou, au quartier Sogwe, secteur Soukourouala, l'abattoir préfectoral de Kissidougou présente des images inquiétantes. Toitures percées, murs lézardés, sols fissurés et odeurs nauséabondes persistantes. Face à cette situation, les autorités préfectorales et communales, préoccupées par la santé des citoyens, ont effectué une visite sur le site. Nous sommes venus trouver des conditions pas tellement acceptables, parce que la salubrité fait défaut. Et comme vous le savez, l'abattoir, c'est un lieu stratégique, c'est un lieu où l'hygiène doit être de mise, c'est un lieu où la sécurité doit être constante. Je veux dire la sécurité des animaux qui doivent être destinés à l'abattage, les bouchers qui travaillent ici et aussi l'environnement. Nous avons trouvé que le sang est partout, une odeur nauséabonde et ça pollue l'atmosphère, ça rend des conditions de vie difficiles à la population voisine et nous avons fait des recommandations. D'abord, le plancher n'est pas adapté, les carreaux ont sauté il y a longtemps, la couche de peinture, on dirait qu'il n'y a jamais eu de peinture. Le bureau du vétérinaire n'est pas acceptable et l'environnement est dangereusement affecté. Nous avons donc pris des dispositions. Pour sa part, la mairesse de la commune urbaine de Kissidougou réaffirme l'engagement de la mairie à accompagner le processus de réhabilitation. On a trouvé l'abattoir dans un état déplorable. Donc ici, j'aimerais dire aux bouchers, aux éleveurs de prendre soin de l'abattoir. Comme je l'ai tout le temps dit ici, la semaine, je dois m'entretenir avec eux, prendre des dispositions ici, comment arranger la peinture, l'état de laquelle la maison est dégradée, il n'y a pas ici une force pour que les saletés, les débris ici, le sang qui coule passe. Et puis ça entraîne des maladies au niveau de la population. Je vois vraiment, durant des années passées, la viande que la population de Kissidougou consomme ici n'est pas du tout de la qualité, de la bonne qualité. Donc j'aimerais dire ici aux bouchers et des cadres ici, des éleveurs, et le président national ici de la filière bétail et viande et la commune de Kissidougou de s'entretenir et de trouver le plus vite que possible des solutions. Cette visite marque un tournant décisif dans la gestion des services urbains à Kissidougou. Elle rappelle que l'hygiène n'est pas une option, mais un droit fondamental avec un délai d'1 mois accordé par le préfet de Kissidougou. Sumaya alubala nundunuga ma sumaya de Kuala sumaya alubala nundunuga ma sumaya Muka volume boni somadala nuyela la de sakane
Yana yana simoni tawalisi anselima de. Serima Yana yana simoni tawalisi anselima Soro dunu kelene anselima Elazi Mamadi Doumbouya eni kotiya de. Amu gelke. Fakoli kumba fakoli daba jamjam koli barama koli baranta bilama kurumalade fenyugumina bilama kurumalade ne fenyufa soro jara kelene basitila de la Guinée. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Culture Plurielle. Nous sommes avec l'artiste Gessa Sekou Djoubaté. Nom d'artiste, Sekoumar Djoubaté. Il nous vient de Silidou, la grande famille de Kankan, Oumou Djoubaté, Missia Saran Diabaté, Yanka Diabaté. Mesdames et messieurs, si vous êtes avec nous, installez-vous. C'est maintenant que ça démarre sur AGP. Bonjour Sekou. Bonjour Bouba. Ça fait plaisir de t'avoir ce matin. Un grand honneur pour moi. Toi-même tu le sais. Ça fait depuis Bretigny. Hein? Bretigny. En je te dis merci. 2014. 2014, oui. Tu as participé l'album à 1 million % oui. Pour la sortie de l'album Je suis Blédard de Laoui à Oumouguenima, oui. Mon 8e album. Donc tu as fait beaucoup de choses dont je n'oublierai jamais. Bon, c'est pourquoi je dis toujours que si la musique était une voiture, le moteur, le coq sera l'artiste, le moteur les journalistes et l'essence sera le public. Alors Sekou, moi je te connais, toi et moi on se connaît, c'est vrai. Mais pour ceux qui nous regardent en ce moment, je vais te demander de les aider à te connaître encore mieux. Allez-y. Je suis Sekoumar Djoubaté de Sididou Kankan, d'où est venu le Mamaya. Oui. Nous sommes les fondateurs, les détenteurs de cette chanson. Des fils de Elhadji Sidi Moussa Djoubaté, fondateur de l'ensemble instrumental, et ma mère était l'une des chanteuses de cet ensemble instrumental de Kankan. Donc, artiste chanteur depuis bas âge, balafoniste déjà du côté de mon papa, et devenu batteur, bassiste, carrière solo, chef d'orchestre de Bambino, 32 ans, 9 albums, et je sors mon double album. Bientôt, je suis là pour ça. Maintenant, moi j'aimerais connaître ton actualité actuellement en Europe. Comment ça se passe? Parce que je rappelle aux téléspectateurs qu'il vit à Bretigny, en France là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter ton actualité? Comment ça se passe pour toi en France? Bon, pas de repos, 11 mois de tournée dans le monde et 1 mois de vacances. D'accord. Je vis pas. Ok. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur tes nouvelles créations? Et après Oumouguenima, tu as enchaîné encore d'autres tubes? Oui, j'ai enchaîné. Après Oumouguenima, il y a 3 albums qui sont sortis après. Il y a Da Fermé qui est sorti. Il y a Retour à la source qui est sorti. Après Takoy est sorti. Donc maintenant, c'est Merci GMD et un autre album qui s'appelle Mahori. Mahori. Double album. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Mahori, pourquoi? Mahori, ça veut dire que si tu vois beaucoup de questions dans un pays, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et nato Mahori ngba takui fatamire na nguru. Donc on dit ya baba, c'est quoi? Fatamire na nguru takui. Mahori nangbo. Tu connais alhamdulillah mangé na gamvari, abara ndeba Mahori na. Puis abara jeunesse finira claire, les jeunesses qui ont bien étudié, puisque celui qui ne termine pas son brevet devient automatiquement un grand journaliste comme Bouba. Pourtant, il n'a même pas eu son brevet parce qu'il sait bien parler. Ouais. Donc, tout le monde est devenu griot sans savoir que... Il y a des bases. Il y a des bases. On est né griot, mais là, on apprend. Tout le monde peut être artiste, mais tout le monde ne peut pas être griot. Ouais. Donc ces catégories-là, ils n'arrivent pas à différencier. Et en ce qui concerne la musique aussi, donc ils ont tué notre identité. Ah non, à vous entendre parler, vous n'êtes pas fier de la musique guinéenne? Non, pour l'instant, moi je dis, je ne suis pas fier. Comment ça? Explique un peu ce coup. Si on dit que la nouvelle génération tourne, quand ils te disent qu'ils vont en tournée, ils vont en tournée dans quel festival? Omad, Festival de la musique,
les plus grands festivals au monde. Womat, Womex, Rainforest Music, Apollo aux États-Unis, Café Matin en Belgique, Rainforest Music en Malaisie, Festival de Gaz. Donc il n'y a personne dans... Ben, à part Bambino Mourkante et nous, aujourd'hui, qui est en train de faire le relève. Bon. Quand ils vont en tournée, il n'y a que les Guinéens qui viennent, il n'y a pas de public mixte. Quand il n'y a pas de public mixte, la musique s'arrête à Conakry. C'est pas que pour la C'est de quitter à Conakry, aller à Conakry. C'est tout. Donc, pour toi, la musique guinéenne ne respire pas à plein poumon. Ça ne va pas, il y a un problème. Non, il y a un problème. On a plus de rythme que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais malgré tout, ben, on a abandonné notre Yankadi, on a abandonné notre Dunumba, Zagira et Tumbusese, et voilà. Et voilà. On est devenus aujourd'hui les Nigériens. C'est un complexe? Ben, c'est pas un complexe, moi je dis que c'est une désorientation musicale. La faute à qui, c'est quoi? Ben, la faute à eux. Puisque il faut écouter les anciens pour se référer. Il faut regarder le passé pour préparer le présent et s'occuper des futurs. Si Dieu te donne longue vie. Ouais. En même temps, la volonté politique et les réformes du ministère de la Culture doivent accompagner. D'abord, connaître quel est le droit, quels sont les différents droits qui ne sont pas connus en Guinée. Mais actuellement, avec la nouvelle direction, les lignes quand même ont bougé. Il y a eu assez de réformes quand même. Donc, je dis merci à Moussa Moïse par rapport aux réformes de la santé. Mais en matière de droit, pour l'instant, moi j'entends que le droit d'auteur, compositeur et arrangeur. Mais en oubliant que le musicien a besoin de droits qu'on appelle le droit voisin. Il y a le droit mécanique, il y a le royalty, il y a intermittent des spectacles, il y a congé des spectacles. Ce qui est équivalent, SACEM, Spedidam, Adami, guichet unique des artistes, chaque artiste doit avoir son espace personnel pour savoir qu'est-ce qui se roule, qu'est-ce qui se roule, et droit d'image. Ouais. Ça n'existe pas en Guinée. D'accord, on va parler du double album qui doit sortir. Vous avez prévu une date ou vous êtes en train de discuter avec... Non, on a prévu une date, ça sera une surprise, puisqu'il y aura une conférence de presse, donc dont toi aussi seras invité, qui va diriger cette conférence de presse. Donc il y aura ça. Le premier album est intitulé pour le président. Merci, wow. GMD. Merci GMD. On a eu la chance de suivre ce clip. Pourquoi avoir chanté pour le président? Pourquoi Mamadi Doumbouya? D'abord, avant de lui chanter, je l'ai conseillé dans une chanson qui s'appelle Mangue Koti. Est-ce que tu peux nous jouer la chanson? Donc, même en acapella? Mangue Barakoti Bima, Mangue Dugi, Nangeli Koti, Yera Mangue Dare, Akoti Nanginga, Mangue Dugi, Nangeli Koti, Kono He. Colonel de Namvare Lagina Waman Naretini Ronto. Nanara, il était colonel. Donc, il est là-bas à Théban. Voilà, mais il y a une histoire qui s'est passée des milliers d'années qui n'était pas à son temps, donc je l'ai informé. Étant un bon président patriote, il a pris la disposition. Il a pris la disposition et aujourd'hui, ces 4 malédictions sont parties et il est un péché. Alors, on le remercie pour ça. Pour le plaisir des téléspectateurs, Omugenima, s'il te plaît. Madi na gungule gambi alami malima fe na gai Mugenima. Alay madi na gungule gambi alami malima fe na gai Mugenima. Ay fay famiyete nambe khayñagu araba miyete nanna manje ala biri sare fi may wali nanna khay fay famiyete nambe khayñagu araba miyete nanna manje ala biri sare fi mane yuge
Dugi fe nubato nyagwima. Nangete kuma sosera nafi nyagwima nyagwimulu. Ale kobiri fe nubato nyagwima. Nangete kuma ngalalera nafi nyagwima nyagwimulu fe fe fe. Kono irafa miri rafa nama. Iro miri ranyagwama kono fanyira babe imuni misama. Irafa miri rafa nama. Iro miri ranyagwama kono fanyira babe imuni misama. Yo. Alors, Sekou, ta chanson Marathon, comment tu appelais? La chanson qui pousse les gens à se rappeler. Parce que tu dis qu'il y a trop de problèmes. Mahori. Ouais. Haifata mahor mima gbesa imfata kontofili gba mane awa franfa siba iti mutinde fafa mana famane iti mutin sono siga mane yare bari ala kamara kiri mukanama hay sembego beta sara sembego bede khoro ni rade inaki wa fe ebirinaba ini wa fe ebirinaba keren sana fo naki wa. Sekou, on va se quitter bientôt. Quel message avez-vous à lancer à la nouvelle génération d'artistes, musiciens, pour qu'enfin on essaye de se tirer d'affaire? C'est de retourner à la source. C'est-à-dire, en quoi faisons? En utilisant le rythme guinéen pour imposer notre identité comme les Maliens, les Nigériens ont fait. Le Sénégalais, même s'il joue du salsa, le métissage dans la musique est autorisé. Mais en insérant ton rythme, ça s'appelle le métissage musical. Ça, c'est autorisé. Mais fais de la variété, puisque le Guinée, il y a 5 catégories de musique. C'est-à-dire? La musique acoustique, la musique traditionnelle, la musique moderne, le world music et le semi-acoustique. Donc, la tradition de chez nous, on peut le moderniser. Yankadi est le meilleur rythme de la Guinée. Tu peux le jouer dans tous les rythmes. Il est sur 6-8 en matière de temps. Tu peux l'utiliser dans tous les systèmes. Dundumba, tu ne peux pas l'exploiter dans tous les rythmes. Il est sur 4/4. Ok. Tumbusese, tu ne peux pas l'utiliser sur... Il est sur 4/4. Mais Yankadi est le meilleur rythme de la Guinée. Ok. Ça, je t'informe ça aujourd'hui. D'accord. Tu peux le faire en salsa. Tu peux le faire en rap. Tu peux le faire en raga. Yankadi peut être dans tous les rythmes. Tout peut s'adapter à Yankadi. Tu peux métisser Yankadi. Yankadi est sur 6 sur 8. Sur 8. En temps. En temps. Ok. Tandis que les autres, c'est 4. Il y en a 7. Il y a 10 sur 3, 7 sur 3, 4 sur 4, 6 sur 8, 12 sur 4 et 3 sur 7. Wow. Alors, je vais te laisser regarder cette caméra. Tu t'adresses un peu à tes fans avant qu'on se quitte. Allez-y. Ben, je dis toujours merci des millions de messages qui m'arrivent tous les jours sur ma page TikTok, sur mon site officiel, sur ma page Facebook officielle. Les messages, vos amours. Tous mes concerts, les salles sont blindées 4 heures avant l'heure de concert. Je ne peux pas vous remercier. L'argent ne peut pas remplacer ça. Cet amour-là, je le retourne vers vous. Que Dieu me garde. Dieu a dit dans le Coran qu'il faut être reconnaissant envers les personnes qui font du bien pour toi. Et en m'aimant, ça veut dire que vous faites du bien pour moi. Vous me grandissez. Et l'artiste n'est rien sans les journalistes, sans le public. Donc Dieu a dit dans le Coran, si tu reconnais le bienfait du bienfaiteur, lui il va te récompenser par le bonheur infini. Ton nom c'est Gbesa Sekou Djubaté, il vit en France à Bretigny, en banlieue parisienne. Il était notre invité ce matin. Derrière cette caméra se retrouvent Koto Selou et puis la sublime Maf et Chérif, les 3 caméramans.
Et notre ami Amadou Baïlou a assisté à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au compte de votre émission Culture Plurielle et ça se passe sur AGP. Merci, au revoir. Journaliste, madame n'a pas voulu se servir. Il y a des riz aussi. Monsieur le Président, je vous remercie de recevoir Antenne 2, la télévision française, ici chez vous, à Conakry, dans votre palais présidentiel, autour de cette table que je qualifierais de familiale. Je voudrais d'abord que rapidement, vous nous rappeliez ce qui s'est passé en 58, c'est-à-dire en août 58, De Gaulle arrive à l'aéroport, vous le recevez. Je voudrais que vous nous rappeliez l'atmosphère de l'époque, comment vous avez perçu le personnage de De Gaulle, par quoi il était animé à cette époque-là, et qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Le général de Gaulle est arrivé à Conakry, précisément le 25 août 1958. Mais je dois rappeler qu'avant son arrivée à Conakry, j'avais eu un contact direct avec le général de Gaulle. En effet, au mois de juillet 58, les groupes parlementaires africains, les directions des partis politiques africains avaient pris l'initiative d'organiser au Palais Chaillot une conférence commune à Paris, donc. À Paris, en vue d'étudier le texte constitutionnel. Et cette assemblée m'avait fait l'honneur en me désignant rapporteur auprès du général de Gaulle. J'avais donc indiqué au général de Gaulle la disponibilité de tous les peuples africains associés à la France à l'époque pour s'engager dans l'étape nouvelle et dans le cadre d'une communauté franco-africaine, mais à condition que dans le texte constitutionnel figure en bonne place le droit à l'indépendance. Alors donc, De Gaulle arrive le 28 août 58, vous l'accueillez à l'aéroport. Quels sont tout de suite vos rapports entre vous et De Gaulle? Je dois vous dire que le général de Gaulle n'était pas d'accord avec la conclusion de notre conférence. Et c'est pourquoi, en l'accueillant, je devais réaffirmer la position adoptée par l'ensemble des partis politiques africains. Alors vous lui dites quoi en l'accueillant? D'abord, nous l'avons reçu dans la plus grande dignité, par une mobilisation populaire totale, dans l'enthousiasme de l'aérogare jusqu'à ce palais. Je crois qu'il a été impressionné en tant qu'homme par l'accueil fraternel et confiant que les populations de Conakry lui avaient réservé. Après cet accueil, maintenant, il y a eu les échanges de vues au
niveau de l'Assemblée territoriale d'alors. Et vous le sentiez un peu nerveux, tendu Non, il n'était pas nerveux jusque-là. C'est plutôt quand j'ai pris la parole que j'ai senti tout de suite un changement intervenir dans le visage. Mais il fallait être net. Le moment avait une valeur historique. Et ce qui devait être dit allait engager notre peuple. Et c'est pourquoi nous avons plaidé la cause d'une amélioration du contenu du projet de constitution pour laisser la porte ouverte au peuple qui allait s'associer immédiatement à la France dans le cadre d'une communauté, à s'engager plus tard dans la voie de l'indépendance s'ils arrivaient à le désirer. Ce n'était pas une indépendance immédiate, mais c'était un principe qui sauvegardait l'avenir de nos peuples. Et j'ai dit à l'avance que si la France ne tenait pas compte des exigences de l'évolution de nos peuples, la Guinée immédiatement se prononcerait pour l'indépendance. Et ce faisant, nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Quelle a été la réaction de De Gaulle à ce moment-là, une fois que vous avez prononcé cette phrase? La réaction n'a pas été positive. Je ne pense pas que le choix de l'indépendance ait choqué le général De Gaulle. Mais peut-être la forme, l'expression qui était la mienne, à laquelle il n'était pas habitué, a dû provoquer un certain choc en lui. C'est-à-dire que vous étiez devenu, l'espace d'un instant, peut-être un autre De Gaulle. Bon. Et de toutes les manières, il a dit que l'indépendance est à prendre avec ses risques. Il nous a nettement signifié sa volonté de ne pas modifier le texte tel qu'il est présenté au suffrage. Il appartient donc à la Guinée de s'engager comme elle le désire, et le général de Gaulle souscrit que la France n'y ferait aucun obstacle. Monsieur le Président, une dernière question. Vous regrettez ce choix? Je ne le regrette pas, puisqu'il correspond fondamentalement à la nature de la politique que nous avons menée. Et je dois vous rappeler que mes deux grands-parents sont morts en exil. L'Almami Samori Touré est mort au Gabon et Bakary Touré est mort à Madagascar. Par mon éducation, je ne pouvais pas accepter la domination étrangère. Donc, j'étais pour l'indépendance et j'ai toujours lutté pour l'indépendance, tant sur le plan de la presse, sur le plan des syndicats, qu'au sein de mon parti politique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Rendez-vous dans quelques instants. Merci. C'est pas le politique. Ça, c'est la dictature des journalistes. La thématique est bien perçue et ça fait une très bonne chose
pour la gouvernance. Et ça porte sur la formation, le renforcement des capacités des sous-préfets, des maires, des receveurs et puis des conseillers et bien des vices également. Alors ça, c'est une très bonne chose dans la mesure où il est là, ce programme. Il faut apprendre qu'est-ce que le maire doit jouer comme rôle, qu'est-ce que le receveur doit jouer comme rôle, qu'est-ce que la secrétaire générale ou le secrétaire général doit faire comme rôle. Alors, quelle attitude, quelle redevabilité vous devez à vos populations. Donc, principalement, voilà les thèmes que nous allons développer aujourd'hui pour le développement et pour le suivi régulier des finances de nos collectivités dans le but de leur amener, et bien de leur faire passer et bien de la pauvreté ou alors d'incompétence à la compétence. Ces formations que nous allons dérouler au niveau de la préfecture de Kindia autour de la gouvernance locale va permettre aux élus de comprendre leur rôle. Les élus, les cadres qui sont au niveau de nos collectivités, de comprendre leur rôle et responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à une phase de début de nouveaux mandats communaux. Donc ça veut dire qu'il est important que les gens sachent quels sont les rôles et responsabilités des différents acteurs qui sont au niveau de la collectivité locale. Ça va éviter les conflits de compétences, ça va éviter les incompréhensions entre les gens, ça va même éviter les jalousies qui peuvent se poser entre les différents acteurs qui évoluent dans la même localité, alors qu'on n'a que pour objectif la promotion du développement local et la satisfaction du service public au bénéfice de nos citoyens. Voilà pourquoi c'est important pour nous. Sur l'invitation de M. le préfet de Kindia, nous venons de présider au lancement de cette session de formation et d'orientation de l'ensemble des élus locaux, mais aussi l'ensemble des administrateurs qui tournent autour des différentes communes. Et comme vous le savez, nous avons procédé la semaine dernière à l'installation et la prise de fonction de l'exécutif communal au niveau de toutes les communes de la région des 47. Et aujourd'hui, M. le préfet a initié cette rencontre au cours de laquelle nous avons l'ensemble des maires des 47 collectivités, des 37 collectivités, mais aussi nous avons la présence des sous-préfets, la présence des secrétaires généraux des communes, mais aussi la présence des receveurs des communes. Et cette session va s'articuler sur la définition claire et nette des attributions de chacun des acteurs pour éviter prochainement des conflits de compétences entre le maire, le sous-préfet, les receveurs de la commune et les secrétaires généraux. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet déjà à l'administration communale de décoller avec des bases très saines, très sincères du point de vue de collaboration qui permettra de déplucher les dossiers le plus rapidement possible. Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Pour le sport. Nous allons parler de cette institution qui fonctionne à date sans tête, alors sans commandant à bord. Les affaires courantes sont tirées par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, à la personne d'Ibrahim Blas Kobari. Que s'est-il réellement passé à la Fédération guinéenne de football suite à la démission de Adne,
Sori Doumbouya n'est plus président de cette fédération. Pour en savoir plus dans cette émission, Tout le sport, nous recevons pour vous Mamadou Bateba, le rédacteur en chef du vérificateur.net. Vous êtes dans cette émission Tout le sport et vous êtes sur AGP. Bonjour Mathé. Bonjour Pouba. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est un immense plaisir de te retrouver. Nous sommes là ce matin pour parler de cette actualité qui pimente un peu le déjeuner de nos responsables à tous les niveaux. On parle de football. Sori Doumbouya n'est plus président de la fédération guinéenne de football. Que s'est-il passé? Bon, écoutez, je pense que c'était quand même depuis plusieurs mois dans les dieux et tout. Maintenant, après, vous savez, c'était comme une sorte de sursis à la tête, sur la tête notamment du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Oui. Il suffisait justement qu'un seul dépose la démission et puis tout le bureau chute parce que à la base, l'ensemble quand même des membres ont été élus sur une liste. Donc du coup, dès qu'il y a un départ, en tout cas dès qu'il n'y a plus de majorité, c'est que le bureau devait chuter. Et donc du coup, jusque-là, il n'y avait que cette personne à la tête qui commandait. Donc on savait que d'une manière ou d'une autre, ou d'un jour à un autre, dès qu'il y a un départ, finalement, ça tout est foulé à même le sol. C'est-à-dire que ça tenait qu'à un fil. Oui. Mamadou Alpha Han a démissionné, même si pour beaucoup c'était une surprise. Mais sa démission a précipité notamment la chute de l'ensemble du bureau. Alors rapidement, pour les profanes, ceux qui ne sont pas dans le monde du football, Anne a démissionné certes, mais qu'est-ce qui a amené la démission de Anne à la Fédération guinéenne? Non, je pense que si on s'en tient plutôt au propos quand même de Anne dans sa démission, et il est longtemps revenu dans sa démission sur la question de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression, justement, moi personnellement, j'ai l'impression que le même mal, c'est-à-dire que pour lequel Bouba Sampil a été éjecté de son fauteuil, c'est le mal qui justement a continué et surtout a persisté. Parce qu'à maintes reprises, il a parlé de gouvernance. Donc c'est comme si à bord il n'y avait qu'un seul commandant. Pourtant le bureau exécutif était celui qui était censé de piloter les destinées pour les années qui restaient notamment à ce bureau-là, notamment les destinées de notre football. Mais quand il revient sur une question de gouvernance, on se dit que si tout le monde n'en avait pas marre, mais lui, le démissionnaire, il en avait marre. Est-ce que justement, il en a profité pour se blanchir? Parce que ce soit le président, que ce soit Man qui a démissionné ou tous les autres, pour l'opinion, à des moments donnés, on estimait que véritablement ce bureau-là était à bout de souffle en termes de projet, en termes d'organisation, en termes même de gnac, si vous permettez l'expression. On sentait justement que le mal était profond. Maintenant, pour anticiper ou pour alléger la souffrance de ceux qui aiment le football en Guinée, lui il s'est dit, bon, il faut que je quitte le navire parce qu'il le sait, en le faisant à l'instant T, le bureau lui aussi il quitte à l'instant T. Et ce qui est quand même étonnant, oui. Moi j'ai quand même tiré la langue de certains proches, ils disent que c'est étonnant de savoir que c'est venu de Mamadou Alpha Han parce que c'était quand même un nom proche parmi les proches quand même du président Sori Doumbouya. Ok, maintenant Anne a démissionné certes, mais que dit le règlement au niveau à pareille circonstance? Non, écoutez, ça aussi je parle sous le contrôle de certains membres statutaires qui disent que normalement, par circonstance, quand le bureau chute, il faut juste gérer les affaires courantes durant 90 jours. Ce qui, normalement, nous conduit tout simplement à 3 mois de gestion. Donc, du coup, mais sauf que dans la tendance actuelle, parce qu'il faut rappeler que ça a été acté le départ de Sori Doumbouya. Et depuis là, c'est le secrétaire général qui gère l'administration, qui gère les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football. Donc, je pense que lui, il n'a pas le pouvoir d'organiser les élections, mais il a le pouvoir de convoquer ceux qui doivent aller notamment à ces élections-là. Maintenant, moi, des sources m'ont fait savoir que récemment, il a adressé une correspondance aux ayants droit pour dire justement qu'il devait avoir une réunion tripartite, une rencontre tripartite, entre autres, c'est-à-dire que la Fédé, la CAF et la FIFA, pour savoir justement quelle sera la voie notamment à suivre. Parce qu'il y a beaucoup quand même d'éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il doit y avoir au moment un dépôt de candidature, parce que c'est là où la commission électorale doit rentrer en action. Il y a aussi la commission électorale de recours, parce que normalement les candidatures, il y en a qui seront validées, il y en a qui seront invalidées. Donc ça, ce sont les instruments juridiques qui normalement travaillent là-dessus.
Mais pour le moment, en attendant de savoir notamment quelles sont les directives données par la CAF et la FIFA, on va attendre de voir, sinon que les statuts sont clairs, on gère les affaires courantes, organiser une assemblée générale extraordinaire. Mais vous savez, normalement, en 30 jours, vous devez aussi faire un travail en amont qui permette justement d'organiser cette assemblée générale. Mais pour le moment, avec cette correspondance adressée aux ayants droit, on garde un peu le calme, ou plutôt on remet les nerfs au réfrigérateur, attendre de voir ce que ça va donner. Mais la logique voudrait quand même qu'au-delà de ces 90 jours, qu'on puisse aller à une assemblée extraordinaire, qu'on puisse parler de voting comme on le dit, et puis qu'on tourne définitivement la page. Vous avez parlé du voting, déjà il y a les noms qui circulent, je ne vais pas mettre les charrues avant les bœufs. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir un peu de cela? Parce qu'il y en a qui parlent de faire du vieux avec du neuf, c'est-à-dire faire revenir ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Vous, en pareille circonstance, quelle est votre proposition? Non, écoutez, je pense que dans le landerneau sportif du pays, il y a quand même pas mal d'acteurs qui, pour moi, qui ont fait leurs preuves. Qui ont fait leurs preuves? Oui, qui s'y connaissent en la matière. Il y en a qui ont essayé, mais qui ne sont pas rentrés, mais leur passé de gestionnaire, voilà, justement, leur passé de gestionnaire reste connu, parce que je pense qu'aujourd'hui, notre football, c'est que certains vous diront on a besoin des grands samaritains, mais moi je pense qu'on a plus besoin des hommes de rigueur, mais aussi qui ont une certaine vision du football. Mais ça va avoir les moyens aussi. Non, le foot rime avec les moyens. Ah ouais. Mais aucun individu dans le monde ne pourra faire le travail d'un État. Ça, on le sait. Par exemple, construire les infrastructures, aucun particulier ne peut le faire. C'est l'État qui le fait. Une certaine orientation. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle ceux qui émettent des idées et ceux qui agissent. Et je pense que quand on est administrateur, on doit plus être fort dans l'esprit d'agir, c'est-à-dire que dans la proposition, dans la vision. Et quand vous avez de grands projets, vous êtes capable de séduire n'importe quel État, de vous financer et de vous accompagner. Mais si vous avez un projet bancal qui n'est pas sérieux, vous-même n'êtes pas rigoureux avec vous-même, il est difficile de vous en sortir. À vous entendre parler, cette fédération a besoin d'un manager. Justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de quelqu'un, c'est-à-dire qui compte 90%, ensuite les autres. Mais on a quelqu'un qui peut bouger, mais qui fait aussi bouger les autres avec lui. C'est-à-dire qu'il doit être au même niveau, notamment, je ne dirais même pas que c'est subordonné, mais c'est collègue de service. Mais plutôt on a l'impression, moi j'ai l'impression que dans notre pays, depuis des années, on a toujours eu le chef et les subordonnés. Et si on veut qu'une fédération puisse marcher comme il le faut, il faut que chacun, parce que si vous êtes élu comme moi, ça veut dire qu'en termes communicationnels, vous avez une vision, vous avez un niveau. Donc il faut que je vous permette quand même de travailler. Mais si le tout doit passer par moi, je dois dicter tout ce que vous devez faire, vous ne pouvez rien proposer. Pour moi, vous devenez tout simplement un béni oui. Alors, on va parler de l'émission des politiques dans le football, parce que c'est du foot que nous parlons aujourd'hui. À pareille circonstance, quel message avez-vous à lancer à nos autorités? Parce que quand même, dans un pays, c'est la politique quand même qui met les infrastructures en place, qui met des moyens à place. Quel rôle ils doivent jouer en pareille circonstance pour enfin permettre à la Guinée d'avoir une fédération digne de nom? Non, je pense que juste derrière nous, ce sont des jeunes qui sont en train de jouer. Ouais. Vous regardez l'heure à laquelle ils sont en train de jouer, vous regardez l'infrastructure, vous vous dites que dans ce domaine-là, pour le moment, le parent pauvre en Guinée, ce sont les sportifs. Ouais. Et c'est la vérité. C'est-à-dire que dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on vient de voir la Coupe du Monde, on a vu des équipes comme le Cap-Vert, on a vu l'Espagne qui a gagné. Quand vous faites le tour de ces pays-là, vous vous rendez compte que la question infrastructurelle n'est pas de jour, en fait. C'est-à-dire que même si... Ils ont dépassé voilà, c'est que même si elle est de jour, mais les gens cherchent à progresser. Aujourd'hui, faites tout simplement un tour dans la cité, vous vous rendez compte qu'il y a de la souffrance. Et je pense que dans le monde entier, il n'y a que l'État qui construit les infrastructures pour sa jeunesse. Et sans infrastructure, pour moi, il n'y a pas de sportif. Sans infrastructure, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire qu'il faut que l'État ait une vision sportive permettant de construire les infrastructures à Conakry, mais aussi dans l'arrière-pays. À cela, ça peut aller. C'est-à-dire que permettre aux administrateurs de mettre en avant leurs projets et de bouger. Et surtout, moi, je veux aujourd'hui que les autorités, si elles nous suivent, de casser un peu
ce circuit administratif, c'est-à-dire de financement. C'est-à-dire que parfois on vous dit il faut voir la primature, il faut passer par le ministère des Finances. La lenteur, c'est-à-dire que le circuit il est tellement long que c'est très compliqué. Or, l'espoir, ça n'attend pas. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Guinéen qui n'a pas applaudi par exemple le Cap-Vert lors de la Coupe du Monde. Mais c'est quand même un peu plus de 500 âmes. La Guinée, c'est combien de millions de Guinéens? On ne peut pas continuer à dormir, à parler tout le temps du passé dans ce pays. C'est-à-dire que je suis d'accord que le passé est un bon levier pour faire le présent et puis pour parler du futur. Okay. Mais malheureusement, en Guinée, quand on parle de foot, tout le temps c'est le Afia, tout le temps c'est l'Afia. Je respecte les papis, c'est une évidence. Mais il faut que le pays, que la Guinée comprenne que pour être dans le concert des nations, il faut que l'État se saigne pour les infrastructures. Voilà, à part les infrastructures, à part les accompagnements, à part les circonstances, l'État se doit de jouer un rôle quand même pour mettre les choses en norme au niveau de cette fédération. Donc ça c'est une évidence. Ouais. Même en sourdine. Mais après il faut faire beaucoup attention pour ne pas trop pousser l'État à s'immiscer dans le football qui pourrait justement nous amener, comme j'ai entendu certains dire, non, à l'heure qu'il fait, il faut que le président prenne ses décisions, il faut qu'il mette... Non, ça c'est le travail des acteurs de football. Je suis d'accord, il faut être regardant. C'est-à-dire que moi, le regard que je voudrais que les autorités portent sur les sports de façon générale, on sait quand même qu'à chaque fois, il y a des fonds qui sont alloués à des fédérations. Aujourd'hui, il faut mettre les acteurs devant leurs faits. On vous a donné tel montant pour l'organisation de tel. Qu'en est-il justement de cette situation? La réduction des comptes. Justement, si justement ces fonds ne sont pas utilisés comme il le faut, mais bonjour la CRIEF, allez en prison. Parce que c'est pour le peuple, c'est pour l'organisation du sport. Vous savez, quand le sport se développe, ça permet au pays de gagner aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lors de la dernière Coupe du Monde, il y avait bon nombre de gens qui ne savaient pas où se situait le Cap-Vert. Mais le match qu'ils ont livré contre l'Argentine a permis aux uns et aux autres de savoir une visibilité quand même au pays. Et vous avez vu, dans le classement type de la FIFA, de cette Coupe du Monde, c'est quand même le gardien capverdien qui est là-bas. Donc, du coup, d'une manière ou d'une autre, ça permet une visibilité. Donc, je pense que l'État doit investir, l'État doit être regardant, parce qu'après, le peuple va gagner, mais le plus gros gagnant sera l'État, parce qu'on chantera partout l'hymne du pays, on parlera partout de la Guinée, et on parlera de la Guinée de façon très positive. Mamadou Mateba, il est journaliste sportif, en même temps rédacteur en chef du site d'information, le vérificateur.net. Alors Mateba, on va parler des infrastructures. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut savoir? Parce qu'on a suivi le directeur national adjoint des sports, qui parle de l'homologation du stade du 28 septembre, bientôt aussi Nongo. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Bon, écoutez, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu des communications, beaucoup de communications là-dessus ces derniers temps, et ça fait plaisir quand même pour les oreilles. Mais moi, je voudrais justement qu'on reste focus. Être méfiant. Ouais, être méfiant, parce que vous savez, la parole, c'est autre chose. Quand vous promettez, vous êtes capable de réussir ça. On a vu des ministres qui ont été débarqués, qui ont promis, qui n'ont pas été capables de réaliser. Moi, je voudrais justement qu'en pareille circonstance, il faut communiquer avec la matière en main. Maintenant, s'ils ont accepté de communiquer maintenant, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'enfin, tout semble rentrer en ordre. On a l'impression que c'est la bonne, parce qu'on a suivi KPC aussi qui a fait une sortie. Voilà, qui a rassuré le peuple. Donc c'est tout bénef. Parce qu'après, aujourd'hui, il ne faut pas quand même le quitter des yeux, Bouba, c'est que le 12e homme en termes de football, c'est les supporters. Et depuis combien d'années on est capable de jouer à la maison? C'est une injustice pour le peuple de Guinée, même pour les autorités. Donc je pense que s'ils l'ont dit, certainement ils le feront. S'ils le font, on sera là. Mais s'ils ne le font pas aussi, je pense qu'on sera là encore pour dire, vous avez dit ça, vous n'avez pas été capable de réaliser ça. Maintenant, vous devez rendre compte, non seulement au peuple, mais aussi à l'État guinéen. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et on prie pour que notre Sili puisse jouer à la maison, parce que quand le pays joue à la maison, on bénéficie. La pression populaire, parfois même si les joueurs ne veulent pas gagner, ils gagnent parce qu'ils savent que c'est parfois des brouhahas qui les attendent. En 2005 ou 2006, quand on fait cette passe contre nous, contre le Maroc, vous vous souvenez, mais il a fallu l'appui populaire pour qu'on puisse égaliser au moins un but partout. Donc le public, en termes de football, est toujours important. Allez, Baté, c'était un plaisir pour moi de t'avoir. Hein. C'est toujours un plaisir d'être là. Ok. Voilà, c'était là notre invité ce matin. Baté, peut-être un dernier mot? Alors écoutez, c'est toujours un plaisir quand vous me faites appel, même parfois sous un soleil de plomb, on répond présent parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux. C'est notre façon aussi d'apporter notre pierre à la construction de notre pays.
On espère que les autorités vont essayer de faire leur mieux au niveau de la fédération. J'espère que les lignes vont bouger pour enfin permettre au football guinéen de sortir de l'ornière. Caméra, nous avons Koto Selou et Madi et Seydou Traoré. Et c'était là votre émission Tout le sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur AGP et dans l'émission Tout le sport.